Le gouvernement déterminé à respecter ses engagements pour le retour à l'ordre constitutionnel. Première étape, le référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin. Dans cette édition, retour sur les actes posés pour permettre la tenue du référendum à la nouvelle date fixée avec Yaya Konaté. Soutien aux forces de défense et de sécurité à travers un téléthon à Kajolo. Le but est de saluer les efforts déployés par les autorités de la transition et les FAMA sur le théâtre des opérations. Le thème retenu est Hommage à l'armée malienne. Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour cet autre rendez-vous de l'information sur la première. 2 mois après le report du référendum constitutionnel, les nouvelles dates sont connues de tous. Le vote pour les civils est prévu pour le 18 juin 2023 et les forces de l'ordre voteront par anticipation le 11 juin 2023. Oui, le référendum avait été reporté en mars dernier pour permettre entre autres une nouvelle vulgarisation du projet de nouvelle constitution et de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections. Retour sur les actes posés pour permettre la tenue du référendum à la nouvelle date fixée avec Yaya Konaté. Le collège électoral est convoqué le dimanche 18 juin. Une première étape dans un calendrier électoral qui doit s'achever théoriquement en février 2024 par une élection présidentielle censée marquer le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Si l'acte posé ce vendredi par les autorités de la transition est salué par bon nombre d'observateurs comme un pas décisif dans la marche du pays vers un retour à l'ordre constitutionnel, il est loin d'être isolé car il intervient après un certain nombre de gestes de bonne volonté. En reportant s'inédier le référendum constitutionnel, le gouvernement, on se rappelle, avait notamment évoqué la nécessité de parachever le découpage territorial, de rendre opérationnelle l'autorité indépendante de gestion des élections EGE et de procéder à une vulgarisation du projet de nouvelle constitution. 2 mois après, un certain nombre d'avancées sont constatées sur ces différents chantiers. Depuis sa validation par le président de la transition le 15 mars 2023, le projet de nouvelle constitution a été présenté aux forces vives de la nation, aux légitimités traditionnelles et expliqué aux Maliens sur la quasi-totalité du territoire national. Gouvernement, institutions de la République, autorités régionales et locales, mouvements associatifs n'ont ménagé aucun effort depuis pour que les Maliennes et les Maliens s'approprient le nouveau projet de loi fondamentale. Le Conseil national de la transition avait déjà adopté le 20 février le projet de loi portant découpage administratif du Mali. Une réorganisation territoriale qui a retenu 19 régions, 159 cercles, 466 arrondissements, 819 communes, près de 13 000 villages et fractions. Un découpage qui devait servir de boussole pour l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Au terme de la nouvelle loi électorale, l'EGE doit être représentée au niveau du district de Bamako, des régions, des cercles, mais aussi des communes. Installée dans ses fonctions le 10 janvier dernier, l'autorité chargée désormais de l'organisation des opérations électorales et référendaires poursuit la mise en place de ses démembrements en vue de sa pleine opérationnalisation. Et c'est muni chacun d'une carte d'identité nationale biométrique sécurisée que les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain et pour l'ensemble des opérations électorales à venir. Après une phase de mise à jour des données biométriques, l'opération de remise de ces cartes biométriques sécurisées a été lancée le 11 avril dernier et se poursuit. En annonçant le report du référendum constitutionnel en mars dernier, le gouvernement avait tenu à rassurer ses partenaires quant aux engagements pris par rapport au respect de la durée de la transition. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel après avoir mené les réformes nécessaires demeure une priorité absolue dans le respect de la durée de la transition, avait notamment déclaré le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. En troisième région, les forces vives du cercle de Kajolo manifestent leur soutien aux forces armées maliennes et saluent les efforts déployés par les autorités de la transition. C'est à travers une nuit dénommée Soirée culturelle placée sous le thème Hommage à l'armée malienne, une initiative du Conseil régional de Kajolo, le compte-rendu de Moustapha Doumbia et de Amadou Dolo. C'est une soirée culturelle placée sous le thème Hommage à l'armée malienne. Elle est marquée par des prestations parmi lesquelles celle de l'artiste Kajolo Nabi, les flûtes de Kajolo et les samogoro de Lofigué. Une soirée culturelle qui marque le lancement d'une collecte de fonds pour les forces armées maliennes et les veuves de militaires.
À Kadiolo ici, nous sommes très reconnaissants des efforts menés par l'armée malienne pour la sécurisation du territoire national. Ce soir, nous sommes ici pour témoigner de toute notre solidarité envers cette armée-là et arriver quand même à collecter quelques petites ressources qui peuvent servir à nos services de sécurité pour vraiment la prise en charge des veuves et des orphelins de guerre. Mais aussi, c'était l'occasion pour nous de lancer l'opération 5 kilos de céréales par famille pour nos femmes. Et cette opération va couvrir l'ensemble du cercle de Kadiolo. La soirée enregistre la présence des délégations venues de l'intérieur du pays pour représenter les ressortissants du cercle. Des délégations qui ont aussi mobilisé leurs contributions dans le cadre du Téléthon. L'autorité administrative de saluer l'initiative et d'inviter à la cohésion. Je remercie vivement l'initiative, je remercie le président du conseil, et je remercie les FAMA, les autorités militaires, le président de la transition, parce que c'est grâce à leur stratégie militaire qu'aujourd'hui le peuple malien se sent fier et réconforté. Donc vraiment bravo aux FAMA. La soirée culturelle dédiée aux forces armées maliennes est organisée dans le cadre de la mobilisation des forces vives du cercle de Kadiolo pour soutenir la transition. Nous sommes à Gao, la plateforme des forces vives du changement de Gao, constituée de plusieurs organisations dont le M5 RFP, Fusil Mali ou encore l'association des jeunes réparateurs. Tous disent oui au départ de la MINUSMA du Mali. C'est à travers un point de presse que le porte-parole de la plateforme Alassane Djité a livré le contenu de leur déclaration. Propos recueillis par Sambaré Aïdara de la station régionale de l'ORTM Gao. Déclaration numéro 001 de la plateforme des forces du changement qui dit oui au départ de la MINUSMA. Nous, forces vives du changement, avons décidé de sortir du silence et prendre la parole pour éclaircir l'opinion nationale sur le double jeu de la mission MINUSMA. Elle est dite mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Le second M n'apparaît pas. Elle joue le rôle d'une organisation non gouvernementale et non d'une mission de stabilisation et de la protection des civils. C'est pourquoi nous, forces vives du changement, demandons le départ de la MINUSMA de notre sol, car nous avons la capacité de mener le bateau de la paix du Mali à bon port. Comme disait le charismatique ministre de la Défense, son Excellence le colonel Sadio Kamara, je cite, « Nous assistons à un embouteillage des forces combattantes sur le territoire. » C'est le lieu également de dire à nos frères et sœurs de ne pas tomber dans la facilité, car nos ancêtres ont vécu dans la dignité pour la sauvegarde de notre cher Mali. Vive le Mali, vive les FAMA, vive les forces vives du changement, vive la transition, qu'Allah bénisse le Mali et les Maliens. Tenue dans la Cité des Rails de la deuxième conférence internationale du projet Appui à la démocratisation du Mali par la programmation radiophonique participative. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur en présence des autorités administratives, politiques et plusieurs participants et de Moriba Keïta pour ORTM 1. Durant 2 jours, les participants échangeront avec à leur côté des conférenciers. Il s'agit de l'ancien ministre Makan Moussa Sissoko et Kaourou Doukouré, ancien député élu à Yélémani, autour du thème « L'Afrique et la Déclaration universelle des droits humains face au processus de décolonisation inachevé ». La qualité de l'exposé a édifié plus d'un par rapport aux acquis de la démocratie. J'ai l'impression qu'en tout cas, à présent, à Bamako comme à Ka ici, les gens ont compris, non, on en a marre de la démocratie, on en a marre de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est les hommes, c'est la malgouvernance qui a miné le terrain. Et tant qu'on n'a pas corrigé, même si on a les meilleurs présidents du monde, si la gouvernance n'est pas bonne, on restera toujours dans les mêmes problèmes. L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de communication a entraîné une prolifération de communicateurs et l'information circule dans tous les sens. Cette conférence vient donc à point nommé. C'est la deuxième conférence. La première conférence a été une réussite, les gens sont là et les gens participent. Ce qui m'a encore beaucoup plu, la conférence se fait en langue bambana. Les gens s'expriment librement.
les gens se disent ce qu'ils pensent. On échange, on partage. Je suis sûr que cette deuxième conférence internationale édifiera davantage nos populations sur les enjeux de la démocratie et de la décentralisation, surtout en ces moments où elles se préparent à se prononcer sur un projet de nouvelle loi fondamentale de la République. Rappelons que cette deuxième conférence internationale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui à la démocratisation du Mali pour la programmation radiophonique participative financée par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie FUNID lors de son 14e cycle de financement 2019. Nous restons à Caille. Certification à Sonio de 40 villages des cercles de Caille et de Bafoulabé. Cette certification s'inscrit dans le cadre de l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC, adoptée en 2009 par le gouvernement malien avec l'UNICEF. Par cette cérémonie, ces 40 villages sont déclarés villages propres ayant atteint l'état de la défécation à l'air libre fédal. Le reportage de Balkissa Saïdi Bouchiri Faïdra. Après le processus de déclenchement dans les 40 nouveaux villages certifiés, l'ONG Imadel, en partenariat avec la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Caille, a procédé à des activités de sensibilisation et des missions de supervision. Suite à tout ce processus, c'est le village de Sonio qui arrive en tête avec 9,35 points sur 10. Sonio compte 33 ménages et 41 latrines, soit un taux de couverture de 124%. Parmi tous les 40 villages déclenchés, suivis et évalués et tous déclarés certifiables, il est celui qui s'est distingué des autres par son engagement constant et ayant mis les activités de l'ATPC dans son quotidien. Ce résultat du village de Sonio a été obtenu grâce à l'engagement des femmes et des jeunes du village. Grâce à l'approche ATPC, nos rues sont propres et nos enfants ainsi que nos familles sont épargnées de plusieurs maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement. La pratique de l'approche sous pilotage de la DENACPN a connu un tel essor que le pays fut classé au rang des plus avancés en matière d'assainissement total par les communautés en Afrique. Le représentant du gouverneur de la région de Caille a rappelé le rôle que joue l'hygiène et l'assainissement dans la préservation de la santé. L'assainissement permet de réduire les maladies diarrhéiques et la mortalité infantile, de contribuer à la lutte contre le paludisme et à améliorer la santé tout en favorisant le développement physique et intellectuel. Pour rappel, l'approche ATPC a été mise en œuvre par l'UNICEF en partenariat avec la DERACPN Caille dans plusieurs villages des cercles de Kita, Bafoulabé, Caille et son retour dans la région de Caille en 2021 a permis de certifier 7 villages et 10 écoles dans les cercles de Djema et de Kenyeba. L'école Amaldem a un second cycle à présent. Le bâtiment comprend 4 salles de classe avec des tables-bancs, une direction et des latrines. Ce joyau a été offert par la Fondation Ndambé pour un coût total de 50 millions de francs CFA. La remise des clés s'est déroulée ce samedi dans la cour de l'école Amaldem en présence de notre reporter Dossé Babadjara. Qui ouvre la porte d'une école ferme une prison selon l'écrivain français Victor Hugo. Ainsi, la fondation familiale d'Ambé du colonel Sékou Traoré et Edmond Deremo s'inscrit dans cette logique en ouvrant une école de second cycle à l'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant Amaldem. Les bâtiments comprenant 4 classes, toutes bien équipées, une direction et des latrines renforcent ainsi la capacité d'accueil de cet établissement qui forme des enfants en situation de handicap. Aujourd'hui fait partie d'un de mes jours heureux. C'est le fait d'avoir déjà un premier cycle et avoir un second cycle. C'est toujours au profit de nos enfants. Je pense que c'est plus qu'une fierté. Parce que nos enfants en situation de handicap ont beaucoup de difficultés quand ils finissent le premier cycle. Ils ne savent pas où aller. La plupart du temps, quand ils vont dans des endroits, ils sont rejetés. C'est à travers un partenariat de longue date que l'Amaldem a bénéficié de ces joyaux architecturaux. Nous sommes en rapport avec l'Amaldem. Donc la présidente nous a sollicité pour la construction de salles de classe pour le second cycle, parce que les enfants de l'Amaldem ont beaucoup de problèmes après le premier cycle pour pouvoir continuer. Et donc nous avons répondu à cette requête. Nous avons commencé les travaux en décembre 2022. Nous avons fini en mi-avril.
Et le coût des travaux s'élève à environ 50 millions de francs CFA. Je suis très contente aujourd'hui et je remercie tout le monde. Une minute de silence a été observée en la mémoire de la fondatrice de l'Amaldem, Mme Sanogo Kadiatou Bagayogo, et des initiateurs de la Fondation Dambé. La projection du film nazi sur la victoire russe a eu lieu dans la salle de projection de l'ambassade de la Russie au Mali. Cette projection de film entre dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée du 9 mai prochain, fête nationale en Russie. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate. La Russie se prépare à célébrer avec faste sa fête nationale prévue le 9 mai prochain. Pour cette occasion, l'ambassade de la Russie au Mali vient d'organiser une séance de projection du tout nouveau film retraçant la victoire russe sur les nazis. L'ambassade a organisé cet événement donc à l'occasion du 78e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Et donc nous allons fêter cet événement le 9 mai. Nous, à l'ambassade, nous prononçons contre la falsification de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des tentatives de réécrire de l'histoire. Et donc, nous avons aussi organisé une exposition qui s'appelle Le procès de Nuremberg vu de Moscou. Pour maintenir ce fait historique, afin d'éviter toute falsification, un long métrage de 120 minutes revient en images sur les sacrifices consentis par les Russes au prix de leur sang pour l'obtention de la victoire. Nous pensons que l'Union soviétique a joué le rôle le plus important, mais bien sûr avec ses alliés, dans la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Dans la Grande Guerre patriotique, beaucoup de soldats soviétiques sont tombés, y compris les militaires, y compris les civils. Donc c'est plus de 26 millions de soviétiques qui sont tombés dans la Grande Guerre patriotique. L'appréciation que je fais du film qu'on vient de projeter, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons vu que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est en train de faire la déshérification du monde. Donc aujourd'hui, en Ukraine, c'est le même scénario qui s'est produit. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Russie est comme une sorte de messie, donc qui est en train de donner la pureté au monde. La commémoration de cette fête nationale de la Russie est prévue le mardi 9 mai prochain. Avant cette date, plusieurs activités sont prévues. L'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, a organisé la 3e édition de la Nuit culturelle des bois sur l'explanade du mémorial Modibo Keïta. Cette initiative annuelle permet aux membres de la communauté de se retrouver pour renforcer davantage les liens qui les unissent. La présente édition est célébrée autour du thème « La paix et la cohésion sociale ». Saloum Konaté nous en dit plus. L'initiative, qui est à sa 3e édition, témoigne de l'attachement des jeunes de cette ethnie à la préservation de la culture bois. Cette nuit culturelle est organisée chaque année par l'Association des jeunes bois du Mali. Ce jour mémorable est déjà ancré dans les chroniques de la promotion et de la préservation de la culture bois grâce aux multiples efforts de la jeunesse à travers son organisation fêtière, à savoir l'AJBM. Cette nuit est symbolique à plus d'un titre. En effet, elle traduit l'attachement de notre jeunesse à nos valeurs ancestrales et aussi son engagement à contribuer à la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine culturel. Pour cette 3e édition, la communauté bois a fait appel à leurs cousins à plaisanterie, les peuls. Des plats traditionnels bois, défilés et prestations artistiques sont les temps forts de la cérémonie. Notre communauté ethnique existe sur plus de 1000 ans. 1000 ans d'histoire, plus. Et donc, nous avons pris part à la bataille de Crénan en 1235. Que l'engagement de notre communauté pour le Mali ne date pas d'hier, puisque nous avons posé le soubassement de ce pays. C'est un immense plaisir de pouvoir nous retrouver pour célébrer la culture bois à travers la 3e édition de la Nuit des Bois, Babouatina. Nous rendons grâce à Dieu, aux ancêtres du Boitou, mais aussi à vous. En cette 3e édition, permettez-moi de faire l'historique de la Nuit des Bois en quelques phrases.
La Nuit des Bois est une initiative de l'Association des jeunes bois du Mali, AJBM, commencée en 2021, dont l'objectif principal est de faire de la culture un moyen non seulement de divertissement, mais aussi et surtout de sensibilisation, de rassemblement, de consolidation des liens sociaux et de vivre ensemble. Le président de l'AJBM appelle tous les Maliens à l'union sacrée autour des idéaux de la transition. 3 sites sacrés indissociables caractérisent la ville de San. Il s'agit de Santoro, espace au bois sacré, Karantela, le puits sacré et Sanké, la mare sacrée. Mais cette dernière, avec la fête traditionnelle Sankemo, a ravi la vedette aux 2 premiers découverts bien avant par le père fondateur de San. Pour mieux vendre l'image de Santoro et Karantela, les officiels ont une obligation de les visiter avant de se rendre sur les berges de la mare Sanké, le jour de la pêche collective Sankemo. Que représentent ces sites pour les Sanois? Notre équipe de reportage à San, dirigée par Drissa Kone, est allée auprès de la famille fondatrice Traoré pour en savoir plus. On regarde. Bienvenue à Santoro et Karantela. C'est le dialecte d'accueil lorsque vous foulez le sol de San. Et bien sûr, vous avez déjà entendu parler du Sankemon, la pêche collective qui se tient chaque année dans la mare Sanké. Voilà donc d'entrée de jeu les 3 sites sacrés indissociables de San, Santoro l'espace au bois sacré, Karantela le puits sacré et Sanké la mare aux poissons. Selon l'histoire qu'on raconte, il faut remonter au XIVe siècle où tout commence avec un chasseur marca du nom de Bakore Traoré venant du village de Thion, localité située à 40 km sur la RN6 à l'est de San. Ce dernier s'égara avec son chien puis découvrit un figuier aux fruits mûrs appelé en bambara toro. C'est lui qui finira par s'installer ici, au niveau de ce bois, sous un figuier qu'on appelle le taureau, et qui va prendre le nom de Santoro quand il aura définitivement pris possession de ces lieux. 1101. Je passe l'année ici. Alors, en ce temps, les hommes se livraient surtout à la chasse et à la cueillette. Mais l'endroit était propice aussi pour la culture. Chemin faisant, alors l'endroit était tellement giboyeux qu'il ne voyait que chasser, faire sécher la viande avant de retourner chez lui. Mais malheureusement, il est tombé en panne d'eau. Ainsi désemparé, son compagnon fidèle, le chien nommé Daffy, découvrit un puits rempli d'eau fraîche, ce qui consolida les convictions du père fondateur de la cité. Il s'est retrouvé ici grâce à son chien qui a découvert ici une source d'eau, un puits artésien. Il a bu, il s'est trempé, il a été se frotter à son maître qui a compris que le chien a découvert de l'eau quelque part. Il a suivi et il est venu ici. Arrivé en ce lieu maintenant, il s'est écrit pour dire que tous les dangers sont écartés. Karatina Tuguni. Donc, ce qui fait par la suite, avec les déformations dialectales, Karantela. Et le quartier actuellement porte le nom, sinon dans le temps, c'était le quartier Traoré. Ainsi arriva le 3e larron, la mare aux poissons Sanké, d'où les 3 sites indissociables qui composent l'emblème de la ville de San, Santoro, Karantela et Sanké. Le 3e site, ce sera Sanké, que le chien va découvrir aussi. Une mare et qu'il va montrer aussi à son maître. Mais à l'époque, le Sanké était tellement entouré de ronces qu'il a fallu de l'appoint d'un village qu'on appelle Terekongo pour débroussailler les lieux et pouvoir accéder à l'eau et y mener des pêches. Ce qui fait que la pêche annuelle du Sanké, qu'on a instituée comme un rite, c'est fait seulement un jeudi. Ça se passe un jeudi. Le plus souvent, ça coïncide avec l'étiage, le mois de juin donc. Comprenez donc que depuis ce jeudi, journée de défrichage du pourtour de la mare au XIVe siècle à nos jours, le 5e mois est toujours pratiqué un jeudi. Cette année, ce rite de pêche collective qui est à sa 623e édition se tiendra le 8 juin prochain. Pendant cette fête traditionnelle chère aux Sanois, les bois de Terekongo et Parana observent une danse traditionnelle sur les sites de Santoro et Karantela. Également, une nuit de danse traditionnelle accordée à ceux-ci, ainsi que le passage des officiels sur les 2 sites Santoro et Karantela sont des préalables à la pêche, d'où ce vœu. Il y a une culture à chaque peuple
qu'il faut essayer de sauvegarder. C'est pour cela qu'il faut sauvegarder notre culture. La danse autour de Santoro, la danse autour de Karantela ici, il faut les sauvegarder en les inscrivant au niveau du patrimoine national tout au moins. En reconnaissance aux compagnons de Bakore Traoré, le chien demeura le totem des Traoré de la famille fondatrice des Sangs. Le chien pour les Traoré des Sangs, c'est un animal que nous protégeons. Un animal totem, c'est-à-dire que même ceux qui n'étaient pas musulmans ne le mangent pas. Nous respectons cela. Nos vieux nous disent que si nous rentrons dans une fumée de chiens, nous finirons par être aveugles. Il y a la cécité qui va s'implanter. Quoi qu'il advienne, Santoro et Karantela occupent une place de choix dans la vie des Sanois. Un dossier signé Drissa Kone. Comment redorer la place de prière publique de Tombouctou? Une campagne de reboisement s'est déroulée avec la plantation de 80 pieds d'arbres. Cette initiative est de Mahamoudou Dramé, dit Petit, qui tenait à atténuer les souffrances des fidèles musulmans au cours des prières collectives. Il a aussi facilité la connexion d'eau potable pour l'entretien des arbres et les ablutions des fidèles. Une action saluée par le Haut Conseil islamique de Tombouctou et les habitants du quartier qui lui ont fait des bénédictions. C'est tout pour cette édition. Merci à l'équipe de réalisation pour son accompagnement et à vous aussi pour votre attention. Bonne reprise à tous. Au revoir.